Bonjour, merci beaucoup, merci à François Héran pour cette invitation. Je suis très honorée et heureuse d'être là ce matin. D'abord parce que je pense que je suis assez admirative de tout le travail que fait François Héran au sein évidemment de l'Institut ici à Migration en tant que la chaire Migration et Société. Heureuse d'être au Collège de France aussi qui depuis en fait quelques années accompagne et accueille le programme qui est très cher aux universitaires, qui s'appelle le programme PAUSE, donc le programme d'accueil des universitaires et des scientifiques en danger, qui est hébergé ici au Collège de France, et dont j'ai eu la chance d'être une des mères fondatrices, à partir de à peu près de 2016. Donc voilà, donc je suis heureuse d'être ici et dans cette maison accueillante en tout cas, puisqu'effectivement dans beaucoup de pays, souvent les universitaires, les scientifiques comme les journalistes et d'autres sont souvent d'ailleurs les premiers à être réprimés, pas juste dans les dictatures, mais dans certaines démocraties libérales. Il y a beaucoup de Turcs, par exemple, qui sont accueillis via ce programme. Voilà, alors donc je vais faire la partie européenne de ce dialogue transatlantique ce matin, et donc sur l'Europe et les États-Unis de forteresse, en m'intéressant donc à la logique de la politique européenne de gestion des frontières et aux effets qu'elles ont sur l'immigration. Donc en fait, je vais m'intéresser effectivement à la gestion des frontières et non pas aux politiques d'immigration. Les politiques d'immigration, au sens où on l'entend assez banalement, c'est un peu tout le monde. Hein. C'est le regroupement familial, l'immigration de travail, et pas seulement des demandeurs d'asile. Ça peut être, des fois on met des étudiants étrangers, etc. En fait, l'Union européenne intervient essentiellement sur une politique ancienne et assez développée de gestion des frontières, mais qui, bien sûr, a pour vue de réguler les entrées et donc a des effets sur les migrations, sur les stratégies des migrants, sur les carrières individuelles de migration, comme on dit des fois, on dit migrant careers en anglais. Hein. Donc elle a bien sûr des effets. Alors sur la forteresse, je ne sais pas si vous avez lu le New York Times ce matin, mais il y a une photo donc, qui est parue justement hier, qui a été prise donc, par une journaliste, donc, c'est une photo, à la photo donc, de droite. C'est un père et sa fille qui s'appelle Valeria. Ils sont tous les deux équadoriens et ils sont morts, donc c'est sur la rivière du Rio Grande. Et le New York Times a donc fait un article en expliquant que c'était une photo choc de la frontière. Donc dans l'idée de la forteresse, on a beaucoup ces photos chocs, et celle que vous connaissez peut-être de l'Europe, c'est donc la photo de gauche qui est le petit Elan Kurdi, donc qui était un enfant syrien d'origine kurde, donc qui était originaire de Kobané et qui donc est mort, donc échoué, et on voit en fait un garde frontière turc à la droite de la photo, et photo aussi qui avait fait le tour du monde. Alors pourquoi je montre ces deux photos? D'abord pour dire qu'aux États-Unis comme en Europe, on a aussi des fois ces représentations de la frontière. On parle même des fois de spectacle de la frontière. C'est-à-dire on voit des images qui sont extrêmement choquantes, comme toutes les images d'enfants, que ce soit la vietnamienne, la jeune vietnamienne brûlée au napalm, et d'autres photos. Donc c'est vrai que c'est assez... J'ai aussi commencé par là, c'est que le débat, et quand on utilise le mot forteresse qui est assez fort, c'est aussi un débat qui montre que c'est un débat assez émotionnel, où, comme l'a déjà mentionné François Héran, on oppose aussi une rhétorique très sécuritaire à une rhétorique humanitaire, alors qu'en réalité, il y a d'autres logiques sous-jacentes qui gouvernent les frontières, des logiques économiques par exemple, et puis la logique des droits de l'homme ou du respect des droits, qui ne sont donc pas dans cette dichotomie humanitaire. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à en tout cas en sciences sociales, la première chose qu'on doit faire, c'est de se détacher d'une idée du migrant soit comme menace, soit comme victime, ce qui est un peu le cas de ces photos. Enfin, je vous invite, parce que l'article du New York Times est très critique sur... il publie la photo tout en disant que c'était peut-être contribuer aussi à une certaine vision des migrations et de la frontière.
Je parlais des logiques de la frontière. Alors, on a montré à la conférence hier une photo du golfe de Melilla, donc je la reprends, qui est un golfe public qui est à Melilla. Melilla, c'est une enclave espagnole, en fait, au Maroc, hein, à la frontière, donc, nord de la Méditerranée. Et alors, cette photo, elle est assez connue. Donc, il y a un golfe, et effectivement, il y a des migrants donc, qui essayent de monter, d'escalader ce mur. Donc, c'est pas une forteresse, mais c'est bien un mur. Enfin, en tout cas, un grillage à un barbelé. Et là, c'est finalement quelque chose qu'on connaît beaucoup mieux d'ailleurs dans les études sur l'immigration, c'est qu'effectivement, une frontière, c'est un différentiel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut passer cette frontière? C'est que pour les économistes, en particulier les macroéconomistes, mais aussi, je pense que dans d'autres théories économiques, c'est bien l'idée qu'on va, en traversant la frontière, entrer dans un autre système économique où où il y aura des revenus, voilà, on aura un salaire plus élevé, etc. Donc il y a une vision aussi économique. Donc voilà une des frontières, une des nombreuses frontières européennes où il y a bien des barbelés, même si ce dont je vais vous parler aujourd'hui va vous montrer qu'on traverse la frontière européenne bien avant un poste de frontière et encore et on ne traverse pas forcément justement comme ça en escaladant un mur barbelé. Donc je vais faire quelques remarques liminaires sur cette notion de frontière et la façon dont les chercheurs qui travaillent sur les frontières européennes en particulier ont essayé de conceptualiser cette frontière. Je voudrais revenir ensuite sur on va dire l'ancêtre de la politique actuelle de coopération européenne, qui est donc l'accord de Schengen et sa mise en œuvre. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait cet accord et quels instruments ont été mis en œuvre pour justement filtrer un certain nombre de flux qui entraient dans l'Union européenne. Donc pour examiner un peu les conséquences de cet accord qui se basait essentiellement sur l'idée du contrôle à distance et d'essayer donc d'avoir un contrôle en amont des personnes qui voulaient entrer sur le sol de l'espace Schengen. Et puis donc revenir un petit peu sur la situation actuelle, ou plus exactement sur la crise de 2015, pour montrer que finalement cette crise, on a réutilisé des instruments qu'on utilisait depuis très longtemps dans cette gestion européenne des frontières. Donc non seulement donc des instruments de contrôle de mise à distance, mais surtout la coopération avec les États tiers, plus exactement avec les États au sud de l'Europe essentiellement, des États dits de transit, ou parfois tout simplement des États d'origine. Et François Héran l'a déjà évoqué, donc c'est le cas de la Turquie en 2015, qui, comme ça avait été le cas de la Libye dans les années de 2000. Et j'essaierai de conclure. Donc il faut en fait essayer, donc on va parler d'une trentaine d'années en réalité, puisque l'histoire commence un petit peu plus tôt, mais quitte à montrer des images. Donc en 1985, 5 États membres de l'Union européenne signent un accord, une déclaration qui justement n'est pas dans le cadre de ce qui était à ce moment-là la communauté économique européenne, un accord intergouvernemental à 5. Alors vous voyez, il y a quand même une femme sur les 5 et elle est même en costume. C'est Catherine Lalumière qui était ministre des Affaires européennes à l'époque. Et donc ses homologues allemands, belges, luxembourgeois et néerlandais sur un joli bateau. Alors là, vous voyez, on n'est pas dans un bateau pyramide avec plein de migrants dessus. Voilà, sur le Marie Astrid, avec cette rivière qui coule entourée de collines où il y a surtout des cépages de vin blanc. Enfin, je ne sais pas exactement quel cépage, mais... Donc l'histoire commence à ce moment-là. Ces 5 pays, c'est intergouvernemental, c'est présenté comme un laboratoire, comme une expérience en dehors justement de la communauté économique européenne, et qui va en fait très vite impliquer essentiellement les bureaucraties, les agences de sécurité, que sont évidemment les corps de garde-frontières, chez nous la PAF, mais aussi la gendarmerie, les polices, les renseignements généraux. C'est essentiellement du personnel issu des ministères de l'Intérieur qui va en fait rédiger dans des groupes l'accord de Schengen signé en 90, mis en œuvre en 95 et qui va être incorporé dans le droit européen de l'Union européenne au traité d'Amsterdam en 97. Donc ça, c'est les débuts. Et puis voilà, on va passer sur un autre type d'image. Ça, c'est 2015, 30 ans plus tard. L'Union européenne
inaugure le premier hotspot, alors traduit en français par hotspot. Alors les gens ont dit centre de tri, et bon, ça ne plaisait pas à François Hollande, donc on garde le mot anglais. Le premier hotspot européen, qui est en fait un camp qui existait déjà à Moria sur l'île de Lesbos, donc en Grèce, où donc arrivaient à ce moment-là à peu près 200 personnes par jour sur ce site. Et alors là, voilà, là on voit que c'est vraiment maintenant une politique européenne, puisque nous avons 3 personnages qui sont à des pupitres avec le drapeau bleu et les étoiles. On a un ministre grec quand même qui est là, et sinon il y a le représentant de la présidence du Conseil européen qui se trouve au milieu, et le commissaire européen qui se trouve être grec, mais c'est un peu par hasard. Donc le commissaire européen chargé des questions migratoires, justement. Et c'est juste après, c'est pendant cette année où effectivement plus d'1 million de personnes sont arrivées en Allemagne, mais encore plus évidemment, et essentiellement par une route qui était moins utilisée avant, donc entre la Turquie et la Grèce. Donc voilà, alors là c'est plus du vin blanc, on est dans un champ d'oliviers dehors, et en fait ce camp, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'en fait le camp, à l'intérieur il y a des préfabriqués où doivent être enregistrés les personnes qui arrivent, où il y a énormément d'agences européennes. Donc il y a l'agence européenne qui s'appelle évidemment Frontex, mais il y a surtout le Bureau européen d'appui de l'asile, il y a aussi Europol qui doit vérifier s'il n'y a pas des terroristes cachés parmi les gens qui arrivent, etc. Et en fait les gens dorment à l'extérieur, c'est pour ça qu'ils sont derrière les barbelés. Donc il y a encore une frontière qui en fait ils peuvent rentrer dans le camp que pour s'enregistrer. C'est une histoire, donc, c'est à 30 ans après, donc l'image est un petit peu moins idyllique. Il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là, quelque part, entre 85 et 2015. Je vais pas revenir à l'introduction de François Héran. C'est vrai que forteresse et passoire, on a beaucoup d'images. Alors, c'est une vraie passoire. Hein. Bon, donc, voilà. Le Front National en France, maintenant, Rassemblement National, va plutôt parler de passoire. Et les ONG comme Migre-Europe et d'autres plutôt d'Europe Forteresse ou de Festung Europa s'ils sont germanophones. Moi, je vais faire référence à des travaux qui sont plutôt donc de mes collègues qui travaillent sur les frontières. Une frontière, en tant qu'instrument politique, c'est-à-dire instrument même étatique, et pas... il faut penser que c'est plutôt un filtre. C'est-à-dire que c'est ni une passoire qui supposerait que là où il y a des trous, les gens rentrent, ni une forteresse infranchissable, mais le rôle d'une politique de gestion des frontières, c'est bien de filtrer, comme la membrane de Sostack qui est donc à gauche, ceux qu'on veut laisser entrer et ceux qu'on ne veut pas laisser entrer. Donc c'est vraiment un filtre, comme pour les biologistes, une membrane sert à faire entrer les nutriments, les choses bonnes qu'on considère comme importantes et à rejeter un certain nombre de cellules. Donc c'est vraiment un filtre. Il y a ceux il faut sélectionner puisqu'il y a des gens qu'on veut accueillir. On veut essayer d'ailleurs de rendre le plus fluide leur traversée des frontières. Les touristes, les businessmen et bientôt businesswomen. Vous savez que maintenant, il y a des passages automatiques. En France, il y a le programme PARAF. Donc, il y a vraiment des gens qu'on veut laisser entrer, les étudiants, même internationaux ou d'autres. Et puis, ceux je vais appeler les indésirables, qu'on ne veut pas laisser entrer. L'autre image qui est utilisée et qui, elle, vient, non pas de la biologie, mais plutôt des mathématiques, c'est le ruban de Mobius qui est utilisé en particulier dans les travaux de Didier Bigot, qui est un de mes collègues donc, à Sciences Po et qui fait référence à ça. Il faut savoir qu'en fait, si on regarde un poste frontière, en fait, on oublie, et ça, je vais évidemment m'étendre un peu plus là-dessus, c'est que en fait, il y a des contrôles en amont de la frontière qui impliquent d'ailleurs des agences de l'État ou des agences européennes qui agissent à l'extérieur des frontières, et aussi, en fait, des forces de sécurité, des agences étatiques qui opèrent à l'intérieur bien ensuite, puisque vous pouvez évidemment être contrôlé à n'importe quel moment quand vous êtes au sein des frontières. Donc, en fait, comme le ruban de Mobius, c'est pas une ligne...
la, la frontière, elle est à la fois intérieure et extérieure, et elle implique énormément de différents types d'acteurs étatiques et européens à l'heure actuelle. Très rapidement, j'ai parlé de coopération européenne en matière de gestion des frontières. Je voudrais juste rappeler que le fait d'avoir des frontières étatiques en Europe, c'est en fait un phénomène extrêmement récent, puisque c'est à peu près un siècle, un peu plus. Mais en réalité, quand l'accord de Schengen est signé en 1985, on peut dire que ça fait, oui, à peu près un siècle que, ou un petit peu plus, ça dépend évidemment des pays, qu'on peut vraiment parler de politique de l'État-nation et des frontières. Le développement, l'invention du passeport, le développement des cartes d'identité, mais du passeport international, des visas, c'est quand même quelque chose finalement historiquement d'assez récent, puisqu'avant, comme l'a très bien analysé John Torpey, qui est un collègue de Duke University à New York, d'autres acteurs, les villes par exemple, empêchaient l'entrée de certaines personnes, c'était plutôt des villes forteresses que des pays forteresses. Les seigneuries, essayaient d'empêcher au contraire les paysans de quitter leurs terres, puisqu'ils avaient besoin de leur force de travail. L'Église était chargée, en France par exemple, elle, de l'état civil, d'enregistrer les naissances, etc. Donc finalement, on parle. Donc le fait qu'en 85, on parle de coopération européenne, c'est assez extraordinaire parce que finalement, on se dit que ça fait 15 siècles que déjà les États-nations arrivent eux-mêmes à développer une politique un peu compréhensive de contrôle des frontières qui suppose un certain nombre de technologies. La photographie, les empreintes, etc. Et toutes sortes de recensements. Alors, revenons-en à Schengen. Alors ça c'est Schengen sans la carte. Voilà la carte. On a maintenant donc voilà, ça c'est Schengen aujourd'hui. Donc on voit qu'à partir de ces 5 États qui sont en train de signer en 1985 sur le Marie-Astrid, on a maintenant beaucoup plus d'États membres de Schengen. La plupart des États de l'Union européenne, mais c'est plus compliqué que ça, puisque le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont jamais fait partie de l'espace Schengen, ce qu'on appelle un opt-out, encore un mot français, qui veut dire qu'ils se retirent n'ont pas voulu participer. On a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui, en fait, comme la Suisse étant entourée d'autres pays de l'Union, ont signé un accord. Pareil pour la Norvège ou l'Islande qui, en fait, participent. Et puis, il y a ceux qui sont un petit peu en attente, comme la Roumanie, la Bulgarie et Chypre, qui sont bien signataires, mais on considère qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils ne gèrent pas assez leurs propres frontières extérieures, et donc qui ne sont pas de facto, n'appliquent pas la convention de Schengen. Donc en fait, on n'entre pas dans l'espace Schengen réellement en Roumanie, concrètement, mais quand on arrive dans un pays bleu, pour le dire. Donc déjà, vous voyez que c'est un espace assez complexe, puisqu'il ne recouvre pas exactement l'Union européenne, et avec des statuts différents. Donc, comme on est arrivé à partir de ces 5 pour arriver à la situation où on en est aujourd'hui et qui en fait perdure. C'est-à-dire que la logique initiale, elle reste plus ou moins la même, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a la même logique, les mêmes raisons, les mêmes instruments en 1985 qu'aujourd'hui, sauf qu'entre-temps, comme vous l'avez vu, l'espace Schengen, c'est plus 5 pays. C'est une vingtaine de pays. Ça concerne aussi énormément, évidemment, du coup, de gens qui veulent entrer sur le territoire européen. Et donc, ce qui explique qu'il y a une espèce d'énorme inertie, en fait, en termes de politique publique. Il n'y a pas eu de réforme des instruments ou de la logique de Schengen pendant 30 ans, ce qui explique aussi en partie pourquoi, à un moment, quand les conditions changent, il y a un certain nombre d'externalités négatives, comme diraient mes collègues économistes, ou de conséquences négatives.
Alors très rapidement sur la logique de Schengen, il faut savoir qu'en 1985, les 5 pays dont j'ai parlé sont des pays qui ont accueilli, donc après-guerre, des migrations postcoloniales, mais aussi donc ont recruté des travailleurs étrangers. Et ça s'arrête à peu près, donc, comme vous le savez, vers 73-74 dans la plupart de ces pays. Et commence par ailleurs, ceci dit, continue par ailleurs le regroupement familial. Mais ce qui préoccupe en fait les fonctionnaires des ministères de l'Intérieur, c'est déjà les demandeurs d'asile en réalité. Puisqu'il y a un certain nombre d'arrivées dans ces pays, et aussi dans les années 80, de demandeurs d'asile qui arrivent littéralement. On peut arriver en Allemagne en 85 et dire « je demande l'asile ». C'est un droit constitutionnel à l'époque, hein, c'est dans la Constitution allemande, dans la loi fondamentale de 49. Donc l'idée est de voir comment est-ce qu'on peut empêcher l'arrivée de ces personnes dans un contexte compliqué, puisqu'il y a bien un droit il est un droit constitutionnel en Allemagne, mais dans tous les autres pays, il y a évidemment le droit d'asile, mais il y a surtout toutes sortes de droits fondamentaux, ce qu'on appelle aussi tout simplement l'état de droit, le respect des procédures, qui fait qu'une fois que ces personnes sont déjà arrivées dans un de ces pays, ça sera difficile de les faire partir déjà, de les renvoyer. Donc il s'agit bien déjà plutôt de se concentrer sur les demandeurs d'asile, les demandes qui augmentent, dans un contexte particulier, donc qui est celui de démocratie libérale, où l'état de droit et le respect du droit d'asile est assez fortement ancré à ce moment-là dans les années 80. Donc il faut penser que c'est vraiment Schengen, c'est dans cette idée de résoudre les contradictions, ce que j'appelle un fameux trilemme, puisque ce n'est pas un dilemme. Il faut un système de frontières qui va laisser entrer certaines personnes pour des logiques économiques, qui par contre montre que l'État est bien en charge et contrôle ses frontières pour ne pas inquiéter la fameuse opinion publique. Et à la fois, il y a aussi un dilemme entre des injonctions politiques qui sont plutôt des logiques donc, de contrôle et d'essayer d'empêcher les flux, et donc des logiques juridiques ou des logiques de droit qui protègent un certain nombre de catégories de migrants, dont ceux qui voudraient demander l'asile. Ceux qui vont être dans ces groupes de négociation de Schengen, qui parlent d'ailleurs Shenglish, puisque l'Angleterre ne fait pas partie de... Il faut imaginer des commissaires de police que j'ai rencontrés il y a longtemps, avec l'accent du sud de la France en français, qui devaient négocier avec leurs partenaires allemands et autres pour vraiment écrire cet accord. Eux, ils avaient l'idée qu'ils seraient entre homologues. Ils n'avaient pas à négocier avec le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Emploi, le ministère des Affaires étrangères. Ils étaient vraiment entre eux pour rédiger cet accord et ensuite pour le mettre en œuvre. Et là, du coup, ils auraient pu à se préoccuper de l'œil du juge, bien sûr, voire même de l'œil des parlementaires, hein, puisque l'accord international de Schengen, l'Assemblée nationale française, comme le Bundestag allemand, il doit dire oui ou non, mais il ne renégocie pas en fait cet accord. Donc voilà, donc ça présentait quand même des avantages de négocier de cette façon un petit peu intergouvernementale entre homologues, entre gens qui pensent la même chose, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, quelle sorte d'instruments ont été mis en œuvre dans Schengen, puisqu'ils restent importants aujourd'hui. Donc l'idée était bien d'empêcher donc, les indésirables, hein, je traduis un peu les unwanted migrants qu'on trouve dans la littérature anglo-saxonne, à arriver sur le sol européen, où là, ils auraient donc accès à une aide légale. On a évoqué Claire Rodier et Gisti, enfin, d'autres associations qui pourraient les aider, et donc accès à un certain nombre de droits. Et par ailleurs, difficile à renvoyer pour d'autres raisons, c'est-à-dire que les pays d'origine ou de transit ne veulent pas toujours donner les laissez-passer consulaires et reprendre ses ressortissants. Donc on construit un système d'écluses, et désolé pour en rajouter une métaphore à une autre métaphore, entre les forteresses et les rubans et les membranes, donc un système d'écluses avec de multiples points de contrôle en amont de la frontière, ce qu'on appelle en anglais remote control. Aristide Zolberg, donc, qui était professeur à la New School à New York,
qui a beaucoup développé ce concept qu'on a traduit en français par contrôle à distance. Et vous connaissez bien, en fait, ces instruments. Sans doute, c'est la première chose, mais ce qui est une révolution, en fait, à l'époque, c'est de faire donc un visa européen, un visa Schengen, et d'obliger toutes les compagnies aériennes, maritimes et autres, mais surtout aériennes, de contrôler donc, les passeports et les visas Schengen de leurs voyageurs, qui sont inscrits dans l'accord de Schengen et qui sont maintenant l'objet de nombreuses directives européennes, mais aussi d'un manuel Schengen. Enfin, je pense, non seulement la plus vieille politique de gestion des frontières en Europe, mais celle qui est vraiment la plus développée. Donc l'idée, elle est simple, c'est-à-dire que la première frontière que vous allez rencontrer quand vous êtes un des pays en rouge ou en marron sur cette carte, donc quand même un certain nombre de pays dans le monde, c'est-à-dire que si vous êtes ressortissant d'un pays qui n'est pas vraiment un pays de l'OCDE, on va dire, grosso modo, il y a aussi évidemment des pays d'Amérique latine, vous allez donc devoir aller, la première frontière que vous allez rencontrer, elle sera bien dans un consulat, où on va vous demander énormément de papiers, de garanties, d'assurances, de ressources financières, une pile de papiers pour pouvoir obtenir ce visa, pour montrer que vous n'êtes pas un risque migratoire. C'est ce qui est écrit texto dans le code frontière Schengen. Ensuite, donc ce qui suppose déjà que vous avez un passeport valide pour pouvoir imposer ce visa. Et ensuite, la deuxième frontière, ce sera plutôt donc un aéroport où avant de monter dans l'avion, la compagnie aérienne va vérifier vos documents, sinon, en fait, elle s'expose à des sanctions financières. Avec le temps, il y a deux choses qui ont changé. Donc là, je vous parle Alors, les frontières et les sanctions contre les transporteurs existaient au niveau national dans certains cas. C'est une invention américaine du début du XXe siècle. Les consulats et les sanctions contre les transporteurs qui à l'époque étaient plutôt des bateaux d'ailleurs, les paquebots. Mais là, c'est bien l'idée que tous les pays Schengen doivent appliquer ce même code et harmoniser leurs pratiques. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vous pouvez bien l'imaginer. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a un pays qui donne facilement des visas, ou qui donne des visas à des ressortissants de nationalités dont il n'a pas peur en termes de risque migratoire. Donc, il faut bien imaginer que ça a pris énormément de temps pour harmoniser ces pratiques. Des travaux récents, dont une de mes anciennes doctorantes, Federica Infantino, a fait un travail assez remarquable sur le cas de Casablanca, une enquête ethnographique où elle a observé donc les consulats italiens, belges et français. Et les pratiques, en fait, se sont aussi harmonisées par le bas, donc dans les échanges vraiment au niveau local dans ces consulats, mais aussi par la privatisation et puisque ces pays maintenant ont délégué ou externalisé en fait la délivrance des visas à une compagnie privée. Il y a deux énormes multinationales maintenant, dont par exemple VSS Global, qui est basé en Suisse, a un PDG indien actuellement, créé en Suisse, maintenant basé dans les pays du Golfe, avec un PDG indien. C'est un énorme business. Ça crée malgré tout une harmonisation, puisque cette multinationale, elle applique à peu près le même type de business plan, quelle que soit la situation. Donc ça, c'est la salle d'accueil, en fait, du consulat belge à Casablanca. Donc tout ça va mettre un certain temps à se développer. Pour les transporteurs, c'est aussi intéressant. Les compagnies aériennes n'étaient absolument pas ravies de devoir jouer les auxiliaires de police. Voulaient plutôt avoir des bons rapports à la fois avec leur clientèle, mais même aussi avec les pays où étaient situés leurs aéroports. Empêcher quelqu'un de monter dans un avion, c'est pas forcément bon pour son image. Au fil du temps, on a aussi eu des logiques managériales qui sont mises en place, c'est-à-dire où les États faisaient en fait des espèces d'accords, de protocoles avec les compagnies aériennes en disant si, mettons, vous avez moins de 50 personnes qui arrivent
avec un passeport périmé ou un faux visa, etc., on ne vous fera pas payer d'amende. On vous fixe les objectifs. Donc il y a eu... Et finalement, les compagnies aériennes ont vite compris d'ailleurs que qu'il y avait un énorme marché en fait de la sécurité aérienne, mais aussi du contrôle migratoire. Donc ça, c'est deux choses qui sont absolument fondamentales. Je ne reviens pas sur la carte, hein, mais qui concernent quand même la plupart des pays du monde, puisque chaque pays Schengen a ses pays dont il a peur. Donc, si vous avez que des visas pour la France, vous allez mettre les pays du Maghreb, bon, des pays où il y a, ou d'autres pays, ou parce que vous pensez que voilà, il y a des migrants potentiels qui veulent venir en France. Mais là, vous accumulez toutes les peurs de tout le monde, vous les mettez dans le même panier. C'est-à-dire que les Espagnols, eux, ils vont avoir peur de certains pays d'Amérique centrale ou latine. Donc, on va ajouter toute une liste de pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays où il faut un visa Schengen. Alors, les pays en marron, c'est des pays où il faut aussi un visa, ne serait-ce que quand on transite dans un aéroport, même sans quitter l'aéroport, des pays qui sont considérés, donc c'est une liste noire, une liste grise, une liste noire. L'effet, en fait, de la mise en œuvre du visa Schengen et ses sanctions contre les transporteurs a un effet pratiquement immédiat, puisque maintenant, il va être très difficile pour les demandeurs d'asile, voire impossible, de monter dans un avion, dans un bateau sans papier, sans passeport et sans visa, d'arriver sur le sol européen et de dire « je demande l'asile ». Donc c'est le début du développement des arrivées irrégulières par les voies maritimes et ou terrestres, généralement les deux. Il y a d'autres solutions qui seraient d'avoir des faux visas ou des faux papiers, qui existent aussi. Mais on voit ça se développer. Au même moment, un certain nombre de pays qui veulent rentrer dans le club Schengen, dans ce club très fermé, comme l'Espagne, vont aussi investir énormément dans le contrôle de leurs frontières maritimes. Mais malgré tout, donc on voit un certain nombre d'arrivées. Donc l'entrée de la mise en œuvre de Schengen, c'est 95. Le temps que ça se mette en place, c'est quand même à la fin des années 90 où on voit les premiers effets et où on commence effectivement à compter les morts en mer et des arrivées de plus en plus importantes. Ça, c'était pas prévu, mais à la fois, ça aurait dû être prévu. C'est-à-dire que c'est une conséquence qui affecte effectivement les flux migratoires, puisqu'ils ne peuvent plus arriver de façon régulière, ils vont arriver de façon irrégulière par des routes plus dangereuses et plus périlleuses, et qui va donc demander, et c'est un peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, il va y avoir une espèce de réaction, de solution un peu ad hoc, en réalité, des États européens qui vont être confrontés à cette nouvelle situation des entrées régulières. Un exemple, donc ça c'est une photo qui a été prise en 2007, à l'été 2007. Ce sont en fait 27 ressortissants africains dont le bateau donc, a chaviré, qui sont en mer Méditerranée et qui sont accrochés en fait au filet d'un tonnier, d'un petit bateau de pêche maltais. Et en fait, ils sont restés 3 jours accrochés à leur filet. Alors, c'est pas le désert, mais la mer, c'est comme le désert, parce qu'on est aussi déshydraté très très vite. Il n'y a pas une mort, donc c'est une histoire qui se termine bien, mais qui a quand même duré très longtemps, puisque pendant 3 jours, différents pays européens se renvoient la balle, Malte, l'Italie, l'Espagne, pour savoir qui doit les accueillir. Et je voulais vous montrer ça parce qu'on voit qu'on déplace complètement la question en fait, de la gestion des frontières ou de la politique migratoire, puisque là, ils vont se battre sur le droit international maritime qui est censé sauver ces personnes en mer. Et c'est vraiment un basculement dans les 2000, c'est-à-dire qu'on va parler, donc on n'est plus dans le droit de l'asile, on n'est pas dans le droit international migratoire, qui est pratiquement, enfin qui est assez facile à résumer. On a le droit de quitter son pays, on n'a pas le droit d'arriver dans un autre pays, mais enfin on a généralement le droit de le quitter. Où on n'examine pas la possibilité qu'ils soient demandeurs d'asile ou autre chose. Là, ce sont des personnes dont qu'on doit sauver. Donc, ça, c'était une des premières... enfin, on voit ces premiers effets. La réponse, ensuite, va être d'abord une réponse militaire de l'Union européenne avec la création de l'agence Frontex en 2004, qui aujourd'hui est l'agence européenne qui a
enfin, qui a eu une croissance fulgurante en termes de personnel, de budget, mais surtout qui a un statut et des pouvoirs beaucoup plus étendus qu'en 2004. Donc ça, c'est une de ses premières opérations. À l'époque, les personnes qui quittent l'Afrique le font complètement à l'ouest et essayent d'atteindre les Canaries. Donc voilà, donc c'est une opération militaire avec des hélicoptères, des bateaux de la marine. Et au début, ce qui est intéressant et ce qui a complètement changé, ils interviennent dans les eaux territoriales de la Mauritanie, à l'invitation de la Mauritanie. Alors qu'ensuite, ça a évolué. Il y a quand même l'idée que les personnes avaient le droit de quitter, de partir. Le droit international dit qu'on a le droit de partir, même si on arrive nulle part. Et maintenant, ensuite, les opérations de Frontex se sont situées en mer Méditerranée, beaucoup plus près des côtes européennes. Donc, une réponse militaire financée donc, par les États membres, mais qui est via une agence européenne. Et puis, essentiellement, la réponse a été une réponse aussi diplomatique. Alors, ce ne sont pas forcément des diplomates au sens de personnes issues du ministère des Affaires étrangères, c'est aussi en fait des fonctionnaires européens de la Direction générale Justice et Affaires intérieures ou d'ailleurs de fonctionnaires nationaux de ces États qui ont été chargés, par exemple, de négocier des accords de réadmission avec des pays comme le Maroc, accord qui n'a toujours pas abouti après plus de 10 ans de négociations. Mais à un niveau plus général, l'idée, c'est que dans ce système d'écluses, pour empêcher que les gens montent sur des bateaux ou arrivent sur le sol européen, il faut donc obtenir la coopération des États dits de transit, ou en tout cas les États qui exploitent leur rente géographique, c'est-à-dire leur situation géographique et justement le bénéfice qu'ils peuvent en tirer dans leurs négociations avec l'Union européenne. Le cas le plus emblématique des années 2000 jusqu'à donc 2011, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le cas de la Libye, de Kadhafi, qui a évidemment, il y a d'abord des négociations bilatérales entre l'Italie et la Libye, la France et la Libye, mais aussi donc entre l'Union européenne et la Libye. Les centres de rétention à Tripoli où vont être arrêtés les immigrants subsahariens qui vont être conduits dans leur pays sont financés par l'Union européenne. Il y a des missions d'europarlementaires qui vont voir ces centres de rétention, etc. Donc l'Union européenne est aussi très impliquée. Et elle a aussi un rôle diplomatique important, puisque Kadhafi avait été mis au banc de la communauté des nations, comme on dit, à la suite des attentats de Lockerbie. Et là, on lui rouvre alors non seulement les pelouses du palais de l'Élysée, mais même au niveau de l'Union européenne, tout à coup, Kadhafi devient extrêmement fréquentable. Donc, on ne lui donne pas juste de l'argent à Kadhafi, on lui donne surtout une reconnaissance, une légitimité sur la scène internationale importante, ce qui est un capital immatériel inestimable. Donc après, on va pas revenir sur ce qui est arrivé au colonel Kadhafi et à la situation en Libye actuellement, mais on va voir que dans le cas, on voit d'autres exemples de ça, en particulier avec le cas de la Turquie. L'autre implication diplomatique de l'Union européenne, elle est aussi dans... alors elle est en fait assez ancienne, puisque déjà dans les accords de Cotonou entre l'Union européenne et les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y avait une clause, par exemple, sur le fait que ces pays devaient coopérer sur les accords de réadmission, par exemple. Mais elle se développe et elle continue à se développer. Donc, après la crise, entre guillemets, de 2015, est signée donc, à La Valette par les chefs d'État et de gouvernement européens africains la création d'un fonds d'urgence pour l'Afrique en faveur de la stabilité de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Donc là, voilà, on est dans l'idée qu'on va donner de l'argent. Là, c'est beaucoup plus simple. On va donner de l'argent pour toutes sortes de projets. C'est censé être un peu des projets pour le développement, mais aussi pour qu'eux-mêmes développent le système de contrôle de leurs propres frontières, en fait. De leurs propres frontières. Donc une réponse diplomatique et militaire qui a néanmoins ses limites. Alors, je voudrais finir sur justement ce qui s'est passé en 2015 et les suites pour voir en quoi finalement le type d'instrument militaire et diplomatique, mais surtout donc, le type aussi de... c'est cette idée qu'il faut repousser, déplacer le plus loin possible la frontière européenne et engager une coopération donc, avec les États tiers, on la retrouve aussi. Donc,
En 2015, il y a énormément donc, de Syriens, pas que évidemment, il y a toujours des Afghans, des Irakiens, des Somaliens, des Érythréens, etc. etc. Mais cette année-là, énormément de Syriens, qui sont pratiquement à ce moment-là 2 millions en Turquie, mais donc énormément de flux qui vont passer donc, par la Grèce, là où et c'est ce premier passage, cette première flèche où le petit Elan Kurdi est décédé, et donc vont passer par la route entre guillemets la route des Balkans, dans une situation avec d'énormes tensions internes à l'Union européenne, entre les différents pays européens, et des gouvernements avec des leaders populistes charismatiques déjà au pouvoir en Hongrie notamment. La réponse, alors on a beaucoup parlé d'Angela Merkel, etc. Il y a eu des efforts aussi de solidarité interne, c'est-à-dire de répartition d'un certain nombre de demandeurs d'asile coincés en Grèce et en Italie notamment. Ces efforts de solidarité plutôt win-lose, parce que on lose si on doit accueillir des réfugiés, n'a pas fonctionné. Donc par contre, il y a eu plutôt l'idée de voir s'il n'y avait pas une solution externe, c'est-à-dire de trouver le Deus ex machina pour régler cette crise. Et ce Deus ex machina, c'est tout simplement le Premier ministre turc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, je vous ai parlé de fonctionnaires, non pas de bas étage, mais enfin de niveau, voilà, de fonctionnaires de la police des airs et des frontières, des gendarmes, bon, des gens tout à fait bien, que j'ai souvent interviewés, mais ce qu'on appelle low politics, les politiques publiques au jour le jour. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle par contre le high politics, puisque cet accord, en fait, qui n'est pas un accord, c'est une déclaration conjointe, va être négocié par Merkel d'abord, Angela Merkel, et Mark Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, avec le Premier ministre. Ils vont ensuite arriver à la table du Conseil européen, où là, il y a tous les chefs d'État et de gouvernement, et leur dire, voilà ce qu'on a décidé. D'où ensuite la deuxième photo, où il y a bien Donald Tusk, président du Conseil européen, qui est sur la photo, et on a même invité Juncker, qui est le président de la Commission européenne, qui lui n'a pas été vraiment mêlé à cette histoire, mais qui opine du chef d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment une négociation importante où, alors, il y a un volet financier de 6 milliards d'euros qui ont déjà été payés. Sur ces 6 milliards, il s'agissait de financer en partie l'accueil des demandeurs d'asile qui sont en Turquie, mais à peu près 400 millions ont très très vite, par exemple, été dépensés pour la construction de 800 km de frontières électroniques, et pas seulement les murs, pardon, au sud de la Turquie, c'est-à-dire à la frontière turco-syrienne. Donc on revient dans l'idée que la solution est ailleurs. Alors, et en 2018, donc un peu plus de 2 ans après cet accord, l'agence Frontex publie ce graphique pour le sommet européen qui a lieu donc il y a 1 an pratiquement exactement, puisque c'était le 28 juin 2018, en montrant ce que Frontex a envie de montrer, c'est qu'effectivement, après la signature de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne, les flux s'effondrent en réalité, et pratiquement plus personne ne prend cette fameuse route centrale pour arriver en Europe. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais filer. Vous avez peut-être sans doute reconnu Stefan Zweig. C'est vrai que je voudrais finir sur une note un petit peu historique. C'est vrai que quand on relit Le Monde d'hier, Souvenir d'un Européen, qui a été écrit donc par le plus européen, j'ai envie de dire, et le plus exilé des romanciers du XXe siècle. Quand on voit comment il décrit le monde des visas et des passeports, on a l'impression de lire d'ailleurs le témoignage de quelqu'un qui est dans un consulat Schengen et qui demande un visa, puisqu'il fallait il fallait se faire photographier de droite et de gauche, de profil et de face, les cheveux coupés assez courts pour que l'oreille fût visible, il fallait donner ses empreintes, etc. Et puis surtout, il fallait présenter des certificats de santé, de vaccination, de police, de bonne vie et mœurs, de recommandations.
Il fallait pouvoir présenter des invitations et des adresses de parents. Il fallait fournir des garanties morales et financières, remplir des formulaires et les signer en 3-4 exemplaires. Et s'il manquait ne fût-ce qu'une feuille de ce tas de paperasse, on était perdu. Ça, c'est vraiment l'expérience du consulat Schengen pour la plupart, pour beaucoup de ressortissants marocains, par exemple. Donc, qui fait que c'est une continuité dans cette idée que, avec en plus maintenant, et ça a été évoqué très brièvement, mais énormément de banques de données. Hein. Donc, on va avoir un ESTA européen, mais il y a déjà le VIS, le Visa Information System, il y a le SIS, le Schengen Information System, toutes sortes de bases de données qui contrôlent les entrées, qui contrôlent si, une fois que votre visa a expiré, vous êtes bien reparti, etc. etc. Ensuite, je pense que là où le débat se situe dans la, si je peux résumer très très brièvement dans les sciences sociales, je pense que c'est plutôt un débat entre les historiens justement et des anthropologues comme Saskia Sassen, par exemple, dont le dernier livre Expulsion traite de la question migratoire. C'est de savoir si finalement ce qu'on observe aujourd'hui en Europe, c'est juste la continuation, enfin pas la continuation, mais ça, on revient à des moments de fermeture qu'on a connus à d'autres moments. Donc, par exemple, quand beaucoup d'entre nous, quand on a vu il y a un an l'Aquarius, le bateau d'SOS Méditerranée, errer, et alors aujourd'hui c'est le Sea-Watch, un des bateaux du Sea-Watch, mais il y a un an, on a tous pensé au Saint-Louis en 1939 qui va jusqu'à Cuba et qui lui aussi erre dans les mers et doit revenir à Hambourg. Ensuite, il y a une autre perspective qui est plutôt celle qui est aussi un débat important, c'est de se dire, mais en fait, et j'en viens à la question du différentiel économique, c'est-à-dire que en fait, ces flux doivent être expliqués par la situation actuelle du monde capitaliste qui a, et ça c'est l'argument de Saskia Sassen, qui a tellement transformé des pays africains, qui a déplacé des gens de leurs terres en faisant de l'extraction minière, etc. C'est plutôt ça, ces investissements, cette nouvelle globalisation qui fait qu'il y a ces flux migratoires. Donc le débat reste ouvert sur pourquoi il y a malgré tout des gens qui prennent ces routes périlleuses. Et la question reste ouverte. Et je vous remercie.